Esprit de justice qui, ce soir, va se pencher sur un sujet terrible et terriblement quotidien, la violence pornographique. À l'heure où on s'interroge, à juste titre d'ailleurs, sur les dangers de la pornographie sur les jeunes enfants, en raison de l'accès sans protection aux écrans, on se préoccupe moins des victimes directes de la pornographie, c'est-à-dire aux femmes, principalement des femmes, qui sont filmées. Pour se protéger peut-être, on pense qu'il s'agit d'actrices consentantes, alors que dans les images porno qui circulent sur Internet, il n'y a depuis longtemps plus de récits, ni de prétentions artistiques, ni de jeux d'ailleurs. On y voit de très nombreuses scènes d'humiliation non simulées qui dégradent l'image de la femme, des scènes de torture qui devraient amener le spectateur à s'interroger sur son consentement, à quoi il consent en regardant de telles scènes d'avilissement. De consentement des femmes et des actrices, il y en a souvent point, car ces femmes, et parfois des jeunes filles, on va y revenir, se sont fait piéger par la menace de divulgation de scènes sur les réseaux sociaux. Le numérique a entièrement changé ce paysage. Et pour reprendre une formule célèbre d'Andrea Dworkin, dans la pornographie, on ne fait pas l'amour, mais la haine. La caractéristique de ces pratiques de déshumanisation, il faut bien le dire, vient de ce qu'elles se déroulent sous nos yeux. Les nôtres, quoi. Enfin, ceux de plusieurs millions de nos concitoyens qui en deviennent complices. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'en général, les auteurs d'infractions se cachent pour commettre leurs méfaits. Mais ici, le rapport est inversé. Des infractions pénales, telles que l'exploitation sexuelle, les viols, les attentats à la pudeur sur mineurs, voire les tortures, des actes de barbarie, mais également des provocations à la haine raciale ou sexiste, et bien sûr le proxénétisme, eh bien, ces crimes, ces délits sont filmés et circulent sur Internet librement, sans parler des vidéos amateurs. Et donc, ces crimes sont exposés au regard public et on ne les voit pas. Porno, l'enfer du décor, d'ailleurs, avait pour titre, un très bon titre, un rapport du Sénat en 2023. Alors, on va se poser ce soir la question de cette réalité horrible et comment mettre fin à cette impunité paradoxale parce qu'elle est au vu et au su de tous. Et d'ailleurs, la Cour de cassation s'apprête à rendre une décision capitale dans quelques jours pour savoir comment qualifier le porno. Le porno n'est pas qu'une question de morale ou qu'une question de société. C'est devenu un enjeu de politique pénale pour la protection des femmes. Et c'est de ces enjeux donc, dont on va débattre en compagnie de Lorraine Questiot, qui est avocate et militante et qui défend de nombreuses victimes des femmes dans ces dossiers. Et Hélène Devinck, journaliste, auteure d'Impunité, qui dénonçait déjà un viol au Seuil en 2022. Et les deux ont contribué, surtout Hélène Devinck d'ailleurs, a contribué à l'initiative d'un livre qui vient de sortir aux éditions du Seuil, dont la lecture est terrible, je le disais en commençant, Sous nos regards, récit de la violence pornographique. France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon. Bonsoir à toutes les deux. Et ma première question sera pour vous, Hélène Devinck. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous est venue l'idée, l'initiative de réunir autant de récits qui sont rares parce que ce sont des récits de femmes qui se sont retrouvées dans cet enfer de la pornographie. Alors, bonsoir Antoine Garapon. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit en introduction qui m'ont particulièrement touchée. Vous avez parlé de violence pornographique. Et effectivement, les histoires qu'on raconte, c'est des histoires de ce qu'on appelle la pornocriminalité. C'est-à-dire pas la pornographie qu'on pourrait faire dans un couple si on a envie de se filmer et de se montrer. Là, c'est une industrie, c'est un mécanisme. Et le livre est né notamment de la rencontre avec Lorraine Questiot, qui m'avait parlé de cette histoire. Et de ce que ça représente de la guerre contre les femmes. C'est-à-dire qu'il nous a semblé que ce dont ces femmes étaient victimes, c'était une forme de terrorisme. C'est-à-dire qu'on les a piégées, on les a maltraitées, et ensuite on leur a imposé une mort sociale.
en montrant et en exposant leur calvaire. Alors, on reviendra sur tous ces mots, parce que là aussi, vous prononcez des mots qui sont très, très lourds, très graves. Mm. Hein, piégé, mort sociale, et c'est important que les auditeurs s'en rendent compte. Mais continuez votre récit. Et donc, j'ai travaillé sur cette histoire. En parallèle, Adélaïde Bon, qui est une autrice que j'aime beaucoup et qui a écrit un excellent livre qui s'appelle « La petite fille sur la banquise », travaillait aussi sur ce dossier. Et il nous est apparu que, plutôt que de faire un essai, quelque chose de très théorique, ce qui manquait dans le récit social, on va dire, de cette violence-là, c'était le point de vue des femmes. C'était leur vie, à elles, leur vie, on dit leur vie têtue et abîmée. Et c'est ça qu'on a voulu raconter. C'est intéressant parce que c'est un véritable changement, pour employer les grands mots épistémiques, épistémologiques, de parler de la réalité du point de vue des victimes. Je recevais à ces micros une historienne qui a fait ça sur la persécution des Juifs sous l'occupation. Ça change tout de partir des victimes. Alors, il faut savoir qu'Adélaïde et moi, on avait écrit des livres parce qu'on a été victimes aussi. Et ensuite, on a rassemblé des autrices qu'on aimait, très différentes, certaines qui sont dramaturges, d'autres qui sont romancières, d'autres qui sont journalistes, etc., pour que chacune apporte sa qualité d'écriture et se mette au service d'une des plaignantes. Et donc, dans ce livre, il y a le récit de 16 plaignantes écrites par 15 autrices. C'est ça, et c'est déjà une rencontre. Ces récits sont déjà le fruit d'une rencontre de femmes qui ont pu parler à une autre femme. C'est des rencontres, et c'est des rencontres particulièrement bouleversantes. Alors moi, j'ai rencontré 2 de ces femmes, Noélie et Pauline. Elles sont toutes sous des pseudos parce qu'elles ne peuvent pas apparaître. Elles rêveraient de lever l'anonymat. Mais si elles lèvent l'anonymat, les vidéos dans lesquelles elles sont violées réapparaissent immédiatement et leur vie sociale est pourrie. Donc il y a des femmes qui, par exemple, ont déménagé 12 fois. En quelques années, parce qu'on les reconnaît, où qu'elles aillent. C'est ça, parce qu'elles sont regardées à perpétuité. C'est ce qu'elles disent, ouais, elles sont regardées par tous et pour toujours. Il y en a une qui dit que les vidéos porno, ça passe les frontières plus vite que la drogue, c'est-à-dire que ça circule de façon mondiale, et dès qu'elles se plaignent, dès qu'elles essayent de saisir la justice, dès qu'elles essayent de faire retirer les vidéos, leurs tortionnaires les remettent. Donc les vidéos ne disparaissent pas. Pour les tenir. Elles sont victimes aussi de chantage et de menaces, oui. Lorraine Questillo, beaucoup de ces victimes étaient vos clientes, que vous êtes... Le sont toujours, oui. Le sont toujours, oui, parce que vous portez leur cause. On y reviendra ensuite devant la justice. L'affaire n'est pas terminée aussi. Oui. Il y a plusieurs affaires, en cours. Comment avez-vous eu contact? Elles sont venues vous voir? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé de différentes manières. Elles ont d'abord été, souvent se sont signalées auprès des associations vers lesquelles elles se sont adressées pour rechercher du soutien. Ça peut être le collectif Féministes contre le viol, Oser le féminisme, le mouvement du Nid. Les associations jouent un rôle majeur dans ce dossier. Majeur, ils viennent se substituer, je dirais, aux défaillances en fait de la société. Elles jouent un rôle essentiel et elles permettent aussi à ce que ces femmes puissent être accompagnées avec dignité et essayer, autant que faire se peut, de réduire la violence et la revictimisation secondaire qu'induit en fait le système judiciaire tel qu'il est aujourd'hui, quoi. C'est ça. Parce qu'en plus, pour Hélène Devin... Oui, j'ajoute que certaines ont essayé de porter plainte, ont écrit au procureur, ont été voir des avocats, ont vraiment bougé pour essayer de sensibiliser, et on s'est moqué d'elles. Il y en a une, sa plainte a été prise sur un post-it. Une autre qui raconte qu'une avocate condescendante lui a dit « Madame, vous avez signé un contrat, il faut lire avant de venir me voir ». Oui, c'est très intéressant d'ailleurs de voir à quel point la perception faussée, donc les biais, les stéréotypes, les croyances collectives de la société peuvent entraver l'application du droit. Dans ce dossier, énormément de ces femmes se sont signalées à la justice, et c'était avant MeToo, c'était dans un contexte précisément où on ne parlait pas de la pornographie, et les différentes instances judiciaires, ou en tout cas les différentes professions judiciaires, leur ont opposé une fin de non-recevoir en arguant du droit. Et c'est ça qui est intéressant. Ils ont dit juridiquement, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que c'est le blocage le verrou du consentement. Non, moi je dirais plutôt que c'est oui, alors le consentement joue son rôle, mais une vision biaisée du consentement, c'est-à-dire pas la définition juridique. Ce qui est intéressant, c'est que
l'industrie pornographique, pour garantir son impunité, c'est une industrie qui génère des milliards, qui a été créée depuis très longtemps, depuis les années 60. En fait, Qui est un véritable moteur, d'ailleurs. C'était le cas du Minitel, tout à Minitel fait. Rose, et c'est le cas de Des l'Internet, bien sûr. fortunes colossales qui sont générées pour garantir leur impunité, construisent un narratif. Et que finalement, ce narratif contribue à échafauder une norme sociale, en tout cas à l'imposer et à l'intérioriser. Et ça vient finalement neutraliser le système juridique et les normes juridiques. Pour vous donner des exemples, quand ces jeunes femmes ont finalement relaté exactement les mêmes faits qu'elles n'ont pu le faire dans cette procédure, les parquets, les policiers, les avocats ont dit qu'il n'y avait aucune difficulté sur le plan juridique. Une des femmes qui a été violée dans cette procédure, lorsqu'elle avait déposé plainte, l'affaire a été ouverte. Donc il y a eu un parquetier quand même qui a vu du viol, a été ouverte pour des faits de viol. Et cette affaire a été réorientée vers un autre parquet qui était compétent territorialement, ce parquetier a déqualifié les faits de viol en recours à la prostitution d'autrui. C'est pour vous montrer, les gens, parce que nous, dans ce dossier, tout le monde vient nous dire le droit, c'est le droit. Le droit dit que la pornographie est légale. On y a le droit toutes les 5 minutes. Alors, on va revenir. Oui, on va revenir parce que c'est leur conception personnelle du droit. Oui, mais alors, il y a aussi le fait que le porno a changé, Hélène Devinck. C'est-à-dire que il y a, de ce que j'ai lu, il y a le porno d'abattage. Il y a un porno qui est devenu de plus en plus dénarrativisé, de plus en plus cru, de plus en plus violent. Christelle Tarot, qui est historienne, fait une excellente préface à ce livre, Sous nos regards. Et en gros, le porno a suivi toutes les évolutions technologiques. C'est-à-dire quand l'imprimerie est arrivée, la littérature pornographique est arrivée en même temps. Quand le cinéma est arrivé, on a fait du cinéma pornographique. Et aujourd'hui, à l'heure de TikTok et des réseaux sociaux, il y a une pornographie qui s'est adaptée. Et on est resté sur l'idée que c'était du cinéma porno. Or, il n'y a plus de cinéma du tout. C'est-à-dire, il n'y a plus de mise en scène, il n'y a plus rien. Maintenant, c'est des petites vidéos avec direct, ce que Christelle Tarot appelle des vidéos des orifices. C'est-à-dire, c'est vraiment des gros plans sur des orifices maltraités avec des scènes ultra violentes, sans aucun scénario, sans aucune mise en scène. Et toutes les plaignantes le disent, elles disent, on n'est pas des actrices. Il ne faut pas nous confondre avec des actrices. Les actrices, elles font semblant, elles jouent. Dans le cinéma, on simule la mort, on simule les blessures, on simule le sexe. Et nous, on n'a rien simulé du tout. Ce qu'on nous a fait, on nous l'a fait vraiment. C'est ça. Et alors, ça pose une question de définition, mais une question de mots même, Lorraine Question. Parce que pornographie, alors la pornée, c'est la femme publique, la prostitution. Mais la graphie, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mis en scène, représenté. Oui. Je pense que souvent les mots jouent un rôle. Et là, la fonction du mot pornographie, mais même, je dirais même prostitution, c'est simplement invisibiliser la violence extrême qui se cache derrière. Cette sémantique-là, et d'ailleurs, il y a d'autres termes encore plus banalisés, en tout cas plus euphémistique, pour désigner un fait matériel qui est en fait un fait de torture sexuelle auquel s'ajoute effectivement de l'exploitation sexuelle, n'est pas anodin. Et il faut arriver finalement, à mon sens, à dépasser la rhétorique, le narratif et le lexique de l'industrie pornographique et aussi le lexique de notre société, puisque aujourd'hui la société a fait sienne les mots de l'industrie pornographique, pour pouvoir juger d'une manière objective ce qu'est la pornographie. Mais j'avais envie, si vous m'autorisez, à apporter une petite nuance, parce qu'il est vrai qu'on a tendance à dire que la pornographie s'est empirée. Alors moi, je pense qu'effectivement, elle s'est massifiée, mais par contre, ce que montrent les études, et d'ailleurs pas que les études, c'est que la pornographie a toujours été d'une extrême violence. En 1976, à New York, il y avait un procès qui s'est ouvert sur les snuff movies. En 1976. En 1976, il y avait des films pornographiques où on violait les femmes à mort, mais elles étaient vraiment tuées. Oui. C'est-à-dire que la question, l'interrogation que ça pose, que je vous pose, notamment à vous, Hélène Devinck, c'est comment vous expliquez qu'une société, vous dites, il faut que ça réponde à une attente de la société. Ce qui est incroyable, c'est le nombre de personnes qui regardent. Et le nombre je disais 17 millions. C'est comment vous expliquez l'importance que prend, alors c'est peut-être nouveau, peut-être moins nouveau, ce spectacle d'avilissement, de dégradation de la femme, où il y a une misogynie profonde. C'est-à-dire que ce qui était, comme Lorraine vient de le dire, quelque chose
très violent et marginal en 76 est devenu la norme. C'est ça, voilà. Est devenu le commun de la pornographie qui est accessible 24 heures sur 24 à tous, y compris aux enfants. Et les chiffres sont terribles. C'est-à-dire que la moitié des garçons de 12 ans ont déjà vu des pornos super violents comme ceux dont on parle dans le livre. Et l'âge moyen de la première exposition, c'est 10 ans. Et là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Oui, c'est des chiffres établis. C'est malsain. Personne ne défend. Tout le monde dit, bon, OK, il ne faut pas que les enfants aient accès à ça. Mais personne ne fait rien. C'est-à-dire qu'ils ont réellement accès. Et la question, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que sur... Les pratiques qui sont devenues des pratiques usuelles du porno, il y a une addiction. C'est-à-dire il y a une addiction à la violence et il faut de plus en plus de violence. Il y a des pratiques, par exemple, qui sont quasi inévitables, qui sont des étouffements qu'on appelle des fellations, qu'on devrait appeler des pénétrations buccales jusqu'à l'étouffement. C'est-à-dire que c'est une torture pratiquée par tous les tortionnaires d'étouffer quelqu'un avec de l'eau, avec une serviette mouillée, et personne ne doute que ce soit une torture. À partir du moment où c'est fait avec un pénis, on voit plus la torture et c'est censé produire des orgasmes. Et ça, c'est le fait d'une société malade. Oui. Il y a quelque chose de malade là-dedans. De malade et d'une sorte de violence, comment dirais-je, il y a une sorte de récit masculiniste derrière qui se greffe sur la dégradation, sur la recherche comme une vengeance. Le mot est prononcé d'ailleurs. Oui, c'est une sexualité de domination en fait. C'est-à-dire que la pornographie, c'est la négation de la sexualité. C'est ce que dit Audre Lorde, une féministe radicale des années 80. C'est sa négation totale. Il n'y a pas d'érotisme, il n'y a pas de sexualité dans la pornographie. Il n'y a qu'une représentation fasciste de la domination où la jouissance est trouvée dans le fait de voir un être avili. Mais je dirais plus spécifiquement, le récit de la pornographie, s'il fallait résumer le récit pornographique, celui qu'on retrouve systématiquement, ce qu'il montre, c'est une victime humiliée qui consent à son humiliation, voire même qui demande à être humiliée. Qu'est-ce que ce message, donc évidemment ce sont généralement des femmes, mais pas que, qu'est-ce que ce message, ce mythe donc du consentement de l'esclave à être esclave, engendre sur le plan sociétal et social? Des sociologues des années 80 parlent de castration sociale. Ils imputent à la pornographie un effet sur les masses qui les démobilise, qui brise l'empathie entre les êtres, et finalement ça joue un jeu en fait aussi au niveau méta, au niveau sociétal, puisque finalement, ça impacte tout le monde. Et qui augmente les violences, ça c'est établi. Alors ça, c'est indiscutable. Le lien qui augmente les violences conjugales, les violences contre les femmes en général. La corrélation entre le viol, les violences conjugales, les violences sexuelles et la pornographie, elle est avérée. Elle est absolument avérée par des études qui le démontrent, plusieurs études mondiales, partout. Et donc, même si l'industrie pornographie essaie de le nier, évidemment qu'il y a un lien de corrélation entre les deux. Et alors, venons-en maintenant, Hélène Devinck, à ce mécanisme, ce piège dont vous parliez. Ce piège qui fait que c'est le recrutement de ces femmes. Alors, c'est quand même très difficile de trouver des femmes jeunes, parce qu'elles ont, là, dans l'affaire French Bukkake, elles ont 23 ans en moyenne. Donc mais elles ont plus de 18 ans. Ça veut dire aussi que quand on met des barrières légales, elles marchent. Ça, c'est une barrière qui tient. Dans cette histoire-là, il n'y a pas de femmes mineures. Elles sont toutes majeures, mais très jeunes. Et a priori, aucune femme ne veut pourrir sa vie dans la pornographie. Le stigmate, le prix social à payer, et on peut en parler, est énorme et pour toujours, et c'est des vidéos qui ne s'effacent pas, qui sont accessibles donc par tous. La question d'ailleurs de comment elles sont reconnues, ça veut dire que vu le nombre de millions de vidéos qu'il y a sur Internet, ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent et qui retiennent leur visage, qui n'est pas a priori ce qu'on regarde, et qui sont capables de les reconnaître dans des situations sociales très différentes. Ça veut dire qu'il y a une consommation massive de pornographie. Et elles sont recrutées... donc c'est difficile de les recruter. Donc pour les recruter, dans l'affaire French Bukkake, il y avait un dispositif extrêmement sophistiqué, pervers et sournois, très bien pensé, d'un homme qui se fait appeler Julien Dossi,
qui se faisaient passer pour une femme, qui se liaient d'amitié avec elle sur Facebook, qui se préoccupaient de leur famille, de leurs histoires, de leurs enfants, qui pendant des mois et des mois et des mois essayaient de les convaincre de se prostituer. Ensuite, sans prononcer le mot, j'imagine. Sans prononcer le mot, parce qu'il y a ces problèmes de vocabulaire, c'est-à-dire que jamais les vrais mots sont prononcés. On dit escorting, on dit performance audacieuse pour parler de torture, enfin tout est tordu. Et donc cette femme, ce Julien Dossi, se faisait passer pour une femme, ensuite il les violait en se faisant passer pour un client, il se faisait passer pour une agence et il les envoyait à Pascal Opé, qui leur promettait qu'elles allaient être filmées, mais ça serait réservé à 5 ou 6 personnes au Canada, très loin. Et le lendemain, c'était mis en ligne sur Internet et tout leur environnement, et leur vie s'écroule, et tout leur environnement le voit, les voit. Et avec des contrats Oui, bien sûr. Alors, non seulement des contrats, mais avec des stratagèmes en fait qui sont tout à fait ceux du système prostitueur. Hein. C'est pour ça que c'est vraiment, il fonctionne exactement cette manière de recruter, hein, notamment par la séduction ou en faisant passer pour une fausse personne. C'est les méthodes de recrutement dans tous les systèmes de traite des êtres humains, des fins d'exploitation sexuelle et de proxénétisme. Donc, en réalité, ces hommes fonctionnent exactement pareil. Ils sont au courant, ils savent comment identifier des victimes vulnérables. Et le piège qu'on leur tend, c'est qu'on les filme avant chaque vidéo, avant qu'elles sachent même ce qui va leur arriver, parce que ces femmes ne savent pas ce qui va leur arriver, et on les fait dire devant la caméra « je consens ». On leur demande de jouer. C'est comme je vous dis. Se protéger, voilà, comme ça, pense croire se protéger juridiquement. Donc en fait, qu'est-ce que ça joue, quel rôle ça a? Ça a le fait de les piéger, parce qu'elles ont l'impression que maintenant qu'elles ont capté à l'image l'idée qu'elles consentaient, plus personne ne les croira. Et c'est de leur faute. Elles avaient qu'à pas accepter de venir sur place, d'être filmées, de dire qu'elles consentaient. Donc c'est un piège redoutable et qui est pensé, vous voyez bien à quel point cette industrie est rodée. Et ces stratégies-là, ces mécanismes de coercition, ce sont ceux de l'industrie criminelle proxénète. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 seul dans notre Esprit de justice qui continue de réfléchir sur la violence pornographique en compagnie d'Hélène Devinck et de Lorraine Questiaux. Hélène Devinck est journaliste et Lorraine Questiaux qui est avocate et qui a choisi de nous faire entendre l'hymne des femmes, Lorraine Questiaux. Oui. Ce choix, pour moi, il s'impose, hein, parce qu'on est au cœur d'une lutte des femmes. La lutte contre l'industrie pornographique, c'est une lutte féministe. C'est pas une lutte féministe d'aujourd'hui, c'est une lutte féministe d'hier. Il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, Andrea Dworkin et Catherine McKinnon, ainsi que des centaines de femmes victimes de l'industrie pornographique se sont levées, ont fait des marches, se sont mobilisées pour essayer de faire interdire l'industrie pornographique, et notamment Linda Lovelace, ou Linda Borman, qui était l'actrice principale de Gorge Profonde, ont témoigné et ont parlé des violences sexuelles et des viols et de la torture et du proxénétisme et n'ont pas été écoutés. C'est ça. Alors là, vous parlez d'une catégorie, celle dont on parlait, qui était la pornographie à prétention filmée, à prétention cinématographique. Mais ça va être très important dans la discussion juridique parce que c'est donc une œuvre. C'est présenté comme une œuvre. À la fin, il y a une œuvre. Voilà. On va dire qu'il y a la captation du viol. C'est un enregistrement et la diffusion d'images de viol. Il y a quand même un autre phénomène qui est très préoccupant. C'est le phénomène de OnlyFans ou de Mime en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Et parce que ça concerne ça concerne des jeunes femmes, parfois des mineurs, souvent des mineurs. L'industrie proxénète se développe à toute vitesse. Dès lors que l'industrie
classique, de pornographie classique, a commencé à être attaqué, puisque eux, ils savent pertinemment qu'ils sont dans l'illégalité depuis toujours. D'ailleurs, il y a une vidéo Combini dans laquelle Michel Piron, qui est l'un des principaux fondateurs d'un des sites français, dit lui-même que c'est interdit, que c'est du proxénétisme ce qu'il fait. C'est une vidéo, c'est une Donc captation. c'est un aveu, là. C'est quasiment un aveu. Donc, c'est-dire que tout le monde le sait. Donc, eux, ils savent il faut changer. Expliquez-nous ce phénomène OnlyFans. Donc, oui. du coup, l'industrie s'adapte. Et aujourd'hui, si vous voulez, on va vers une forme d'ubérisation, si on peut reprendre les termes. C'est-à-dire qu'on va créer des plateformes où on va inviter des jeunes femmes à s'auto-prostituer. C'est-à-dire que pour essayer finalement de se garantir une certaine forme d'impunité, mais aussi pour, j'imagine, multiplier les occasions de se faire de l'argent, des énormes plateformes numériques ont créé des comptes qui permettent en fait à des jeunes femmes de monétiser leur intimité, de en tout cas c'est l'illusion que ça veut donner, que c'est finalement des femmes d'entreprise, des jeunes femmes qui décident... Entrepreneurs de soi-même, c'est le mythe voilà, en pleine liberté. En réalité, derrière, c'est pas ça qui se passe. Derrière, il y a évidemment de la coercition. Déjà, il y a du proxénétisme, puisque ces plateformes prennent une large partie, ou au moins 20%, je pense, en fonction des plateformes, des revenus qui sont générés, parce que ce sont une monétisation des images. Et ensuite, ce qui se passe aussi derrière, c'est que ces jeunes femmes, elles viennent avec l'idée de vendre des images sexy d'elles-mêmes, admettons qu'elles consentent à ça. Dès lors qu'elles se retrouvent en tête-à-tête avec des clients, puisque c'est ça qui se passe, et qu'en plus sur Internet, c'est d'abord... Sur Internet, et sachant que la police n'y a pas accès, puisque pour avoir accès en fait à l'échange peer-to-peer, il faut s'abonner. Donc la police ne va pas s'abonner à chaque compte OnlyFans, vous en doutez bien. Elle a déjà du mal à enquêter sur l'industrie pornographique, alors aller s'abonner aux millions de comptes privés OnlyFans. Il faut savoir que pour ouvrir ce compte, il faut être majeur. Donc une jeune femme, même mineure, qui s'inscrit, parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle, elle va être supputée majeure. Donc c'est-à-dire que le client, lui, il est protégé, parce qu'il pourra toujours dire « moi, je suis allé voir une majeure ». Et le client peut abuser de la victime. Il y a quand même un autre problème, Hélène Devinck, c'est que quand on va... Admettons que la police s'abonne, ce qu'elle fait... Impossible. Oui, c'est de facto impossible. Oui. Et que la jeune femme ou la jeune fille ou la mineure répondent « mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. C'est moi, je suis parfaitement libre. » Et encore une fois, le capital, c'est une sorte de marchandisation de soi. Alors, il n'est pas contestable qu'on est libre de marchander son corps comme on veut. Il n'est pas contestable non plus que dans les affaires dont on parle là et dans cette pornographie criminelle, le consentement ne peut pas être valable dans le sens où on ne peut pas consentir à sa propre destruction. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la violence des pratiques fait que c'est ce que vous rappeliez sur l'affaire du lancer de nain. On peut pas, le nain a beau être d'accord pour être lancé dans un canon, on n'a pas le droit de le lancer. On ne peut pas non plus se tuer en duel, même si on est d'accord pour faire un duel. Voilà, c'est interdit. Et donc il y a des limites de ce à quoi on peut consentir. On ne peut pas consentir à ce qu'on vous coupe un bras. Et dans ces affaires-là, il y a des utérus, des cols de l'utérus blessés. Il y a des pratiques qui ne sont pas faites pour le corps humain et auxquelles personne ne peut consentir. Alors, vous avez prononcé le mot de limite. Limite, c'est le gros mot dans une certaine tendance du droit libéral qui dit, mais finalement... Lorraine Questillo, oui, c'est deux visions du monde philosophiques, c'est des approches philosophiques, deux visions du droit et qui s'opposent de manière radicale. D'un côté, il y a une approche matérialiste qui dit que en fait la liberté, ce n'est pas, elle n'est pas existentielle, elle n'est pas déclarative. En fait, pour qu'un être soit libre, il faut qu'il y ait un rapport d'égalité d'abord. Dès qu'il y a un rapport de force asymétrique, il ne peut pas vraiment y avoir en réalité de consentement réel, que le consentement n'est pas la ligne de démarcation entre ce qui devrait être légal et ce qui devrait l'être. C'est la dignité humaine. Ces jeunes filles qui se font piéger, elles sont aussi contraintes par la précarité. Mais bien sûr, en fait, c'est un consentement qui est totalement illusoire et ce consentement, il sert qu'une seule personne, c'est l'impunité de l'industrie et l'impunité des agresseurs. En fait, finalement, là, on se retrouve au cœur du débat, qui est un débat qui aujourd'hui est celui qui est mis dans la place publique par rapport à la définition du viol. C'est-à-dire le consentement sert tous les jours au sein des juridictions à l'impunité des agresseurs, puisque les femmes sont toujours supputées de consentir à tout.
Là, je voudrais renvoyer à un excellent article de Muriel Fabre-Magnan qui met les choses au point quand même. C'est-à-dire que non, on ne peut pas consentir à tout. Qu'il y a des limites et des limites qui sont posées par l'ordre public, les bonnes mœurs ou des contrats qui sont illicites. Et par ailleurs, là, c'était pas des consentements libres, éclairés, révocables. Donc, il n'y a pas de consentement dans ces histoires-là. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les limites de ce consentement, c'est pas simplement d'une manière abstraite. C'est-à-dire qu'on sait très bien que finalement, dans un contexte coercitif, et lorsqu'une personne renonce à ses droits fondamentaux, elle ne peut pas le faire d'une manière consentie, même si elle le dit. On sait que finalement, la parole subjective de cet individu ne doit pas être prise au sérieux, puisque en fait... Lorraine Question, vous racontez finalement le droit de manière évidente et pourtant, pour les juges, c'est moins évident. C'est-à-dire qu'il y a un débat actuellement qui est pendant dans une affaire qui va être tranchée dans quelques jours par la Cour de cassation. C'est pas évident pour tous les juristes. Non, c'est vrai, parce que on est sur des conceptions idéologiques qui s'affrontent, qui sont des conceptions radicalement opposées. Alors, si ce n'est qu'en droit français, la dignité humaine prime. Par exemple, on l'évoquait ensemble, mais la définition de la dignité humaine, en tout cas les concepts français, c'est que, par exemple dans cette jurisprudence du lancer de nain, c'est que quand bien même une personne consent, entre guillemets, et revendique même sa dégradation, son humiliation, le droit s'y oppose, parce que sont des principes qui sont des pierres angulaires du système juridique, et en face de ça, on a une conception libérale qui n'est pas celle qui prévaut en France, qui, elle, dit peu importe, la dignité n'a pas de sens, elle est subjective, tout dépend de ce que chaque individu revendique pour lui-même, et c'est très dangereux. Hélène Devinck, on a l'impression aussi quand même qu'il y a une certaine... Notre sensibilité à ces questions a changé, ou est en train de changer. C'est-à-dire que jusqu'à une époque récente, la censure, le contrôle des mœurs n'avait pas bonne presse. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il n'y a toujours pas bonne presse. Et il y a deux obstacles dans ces histoires. Il y a d'une part ce qu'on appelle le double standard, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une femme est considérée comme une salope, une prostituée, etc., on peut lui faire ce qu'on veut et on va la punir de ça. Et donc c'est pour ça que ces femmes-là n'ont pas été entendues quand elles sont allées voir les procureurs, n'ont pas été écoutées par la justice, etc., dans l'idée qu'elles sont un peu prostituées et on ne viole pas une prostituée, ce qui est contraire au droit, encore une fois, puisque le viol d'une prostituée, c'est une circonstance aggravante et non pas une circonstance atténuante. Et par ailleurs, elles arrivent pas, on n'arrive pas à les entendre aussi parce que c'est ce que vous disiez au début, on les regarde sans les voir. C'est-à-dire que le fait que ce soit sexualisé, que comme elles sont blessées par des pénis et dans un objectif de faire bander, eh bien, ça efface. C'est comme si ça effaçait la violence, comme si la sexualité devait forcément faire mal, être violente, etc. Oui. Mais alors, dans le cas de ces sites, comme OnlyFans ou comme Mime, là, c'est encore beaucoup plus difficile à coincer juridiquement, pénalement. Parce qu'il y a un consentement, on va dire, vous êtes abonné, vous êtes dans le chat proposant des services, rentrant dans une mécanique diabolique, en réalité, Lorraine Question. Alors que c'est de l'exploitation sexuelle, bien sûr. Mais oui. Comment est-ce que juridiquement, on peut arriver à faire comprendre, à faire partager, à faire décider par des juristes cette mécanique, ce piège qui prive de tout consentement, mais y compris... sur des sites, on n'est plus dans l'industrie pornographique, on est dans l'exploitation de soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le consentement est réellement un piège, en fait. C'est-à-dire que chaque système de domination ne fonctionne qu'avec le consentement actif du dominé. Et si on est dans une société comme la nôtre, où on veut précisément lutter contre la domination, c'est-à-dire le cœur du contrat social, il y a l'égalité.
Et en fait, la domination, c'est la négation de l'égalité. Et pour qu'un système de domination puisse fonctionner, il doit, et c'est ce à quoi il parvient, obtenir des victimes et des dominés qu'elles consentent, voire même qu'elles revendiquent leur statut d'esclave. Alors évidemment, le mot esclave ne sera pas prononcé, on mettra d'autres terminologies. Et voilà. Et donc en réalité, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qu'une société autorise, est-ce qu'on autorise des êtres humains à en acheter d'autres? Est-ce qu'on autorise une industrie à générer des milliards sur la dégradation d'autrui, quand bien même les personnes dégradées en raison des traumas qu'engendrent toutes ces violences finissent effectivement par être aliénées et consentir à cette domination et sont piégées? Est-ce que finalement on impute aux victimes la responsabilité de leurs actes, ou est-ce qu'on cherche en tant que société à protéger les plus vulnérables? Hélène Devinck, vous avez abordé une question, il y a tellement de choses à dire sur cette réalité qui concentre en quelque sorte toutes les contradictions et toutes les violences de notre société, on a l'impression. Il y a quand même cette dimension économique, une dimension, j'allais dire, quasiment capitalistique, c'est-à-dire que tout cela s'organise avec une industrie extrêmement puissante et donc, puisqu'elle est puissante, extrêmement contraignante et qui est prête aussi d'ailleurs à pousser les discours. Là, ce qu'on attend quand Lorraine Questiot parle et quand vous parlez de la Cour de cassation, ce qu'on attend, c'est une date d'audience pour ce procès French Bukake, qui sera un procès un peu comme celui des violeurs de Mazan, c'est-à-dire qu'il y a presque une cinquantaine de plaignantes et 16 ou 17 accusés, avec des vidéos qui prouvent ce qu'ils ont fait, etc. Enfin, faut bien avoir conscience de l'énormité de ce procès, qui par ailleurs est un procès qui peut être exemplaire parce que il y en a eu très peu dans le monde entier, des procès de ce niveau-là sur la pornographie et la pornocriminalité. Et j'ai oublié votre question. Oui, non, mais moi, je parlais un peu sur un autre sujet qui était le sujet de la puissance, de l'industrie. Derrière tout ça, il y a beaucoup d'industries, y compris chez OnlyFans. C'est une industrie proxénète qui génère des milliards. Et en fait, c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on vient parler d'œuvres d'esprit, de cinéma. On a l'impression qu'on est dans la liberté d'expression, alors qu'en fait, on a effectivement... il y a un livre que je conseille, qui est celui de Gail Dines, Pornland, qui est une sociologue américaine, c'est un livre qui a été écrit il y a 10 ans, même plus maintenant, 13 ans, dans lequel elle retrace en fait l'avènement de cette industrie. Et on voit dès le départ la stratégie commerciale de cette industrie pornographique qui, en plus, essaye de banaliser la violence, de pénétrer la masse culture, en faisant des alliances avec finalement le cinéma classique, en essayant de brouiller les frontières, en invisibiliser les violences, les rendre esthétiques. Le journal Playboy, en fait, il joue sur ce double tableau. En même temps, on a le dandy et au même moment, entre un article de Hemingway, on a des femmes nues en train d'être pénétrées sexuellement et humiliées. La très grande difficulté dans ces affaires et dans tout ce qui touche à la pornographie, y compris chez les féministes, c'est la crainte d'être qualifié de puritain. C'est la peur du puritanisme. C'est la peur de dire si vous aimez pas ça, c'est que vous n'aimez pas le sexe et vous voulez vous êtes triste et personne n'a envie d'être là-dedans, et en particulier les magistrats n'ont pas envie de passer pour des censeurs puritains. Donc ils font très très attention, mais tellement attention que ça efface la violence. Ils cherchent aussi à maintenir l'interprétation stricte et restrictive du droit pénal, ce qui est une garantie pour les libertés. Ils cherchent aussi à faire leur métier, mais ce qu'on ne voit pas, ce qu'ils ne comprennent pas peut-être, je ne sais pas, c'est que le rôle de la justice, c'est précisément de nommer la réalité. C'est de donner la véritable qualification, comme disent les juristes, la qualification de ce qui se passe. Et ce que vous écrivez, ce qu'écrit notamment aussi Christelle Tarot, il y a cette histoire il y a cette perception d'un complot, d'un mouvement, d'un ordre qui est derrière tout ça. Il y a assurément un ordre économique, mais aussi un ordre idéologique. Et donc le rôle de la justice, c'est ça qui est très surprenant, il est de contrarier, de dénoncer cet ordre. C'est indépendamment de toute peine, Hélène Devinck. Et là, la Cour de cassation doit décider notamment de choses que Lorraine Questiot et d'autres avocats demandent, c'est-à-dire qu'on reconnaisse le caractère, la circonstance raciste
de ces vidéos, et où pour certaines, ça s'appelle défoncer la beurette, c'est-à-dire que le caractère raciste s'exprime de façon décomplexée, sans limite, etc. Et les actes de torture et barbarie. Et le proxénétisme. Voilà. Et alors, expliquez-nous, Lorraine Questiaux, jusqu'ici, vous rencontrez, il y a eu une résistance de la jurisprudence française, et spécifiquement française. Oui, je trouve que c'est très intéressant ce que vous disiez sur le rôle du juge, parce que évidemment qu'il y a le principe de l'égalité des délits et des peines. Simplement, il faut, comme vous le dites, et aussi ne pas sacrifier la réalité pour avoir une approche trop restrictive. Et nous, on a vraiment ce sentiment que l'institution judiciaire est un verrou et qu'elle ne tient pas compte, en fait, des connaissances scientifiques objectives et matérielles qui sont portées à sa connaissance. Il faut quand même s'apercevoir qu'il y a des normes onusiennes, qu'il y a des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui viennent dire que la pornographie est de l'exploitation sexuelle. Donc c'est-à-dire qu'il y a des sources de droit, là je parle de droit, mais aussi de soft law qui viennent donner des définitions de la pornographie pour dire précisément ce que nous on dit, que c'est du proxénétisme et de l'exploitation sexuelle. Et pour autant, et plus un rapport du Haut Conseil à l'égalité, un rapport du Sénat, c'est-à-dire donc des institutions françaises qui viennent apporter sur la table, dans le débat public, des éléments objectifs scientifiques, et que finalement, ni les éléments scientifiques, ni les éléments juridiques ne tiennent. Et au lieu de ça, on a une position de principe idéologique qui est ne veut pas toucher à l'industrie pornographique parce que c'est du cinéma. C'est-à-dire que l'industrie pornographique a gagné, a parce réussi que pour la protection de l'œuvre d'art, mais ça n'a strictement rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit comment l'industrie pornographique, avec 25 ans de labourage de cerveau et de domination finalement des médias en imposant un mythe qui est complètement un mythe, c'est de la religion là, de croire que c'est une œuvre de l'esprit, eh bien réussit à neutraliser l'esprit critique et à invisibiliser les éléments scientifiques qui sont pourtant dans le débat. Et ça c'est un vrai problème. C'est pas une justice impartiale, là. C'est une justice qui prend parti et qui fait pas du droit, mais qui fait de la politique, mais la mauvaise, de mon sens. The belief that you can do anything you want to a woman. My body, we really talking about my body. My body, what to do in my body? One time, rewind, must have not heard this shit right. Mind your business, not mine. This is my body. Who are you? Hop off my back. Check your moves. I don't know you like that. All I know is I carry the world on my shoulders. And who are you? Tell me that. Oh, you don't know what you've done. Poking at a tigress that's already provoked. No, chérie, no, you don't know what you've done. Disrespected her highness when stepping in her tempo. My body, you really talking about my body? My body, what to do with my body? One time, rewind, must have not heard this shit right. Mind your business, not mine. This is my body. Coochie coochie coo, you can kiss my womb. Better get some rest now, cause we coming for you. You can't hear my voice, I keep making noise. Do you understand that it's my body, my choice? France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon. Esprit de justice qui continue de réfléchir sur la violence pornographique, sur les transformations en cours, transformation des pratiques, transformation dues au numérique, en compagnie de Lorraine Questiaux, qui est avocate et qui est comme on a pu l'entendre, qui est dans le dossier qui est actuellement pendant, mais dont on comprend l'importance de la décision, et Hélène Devinck, journaliste et écrivaine, et qui a choisi de nous faire entendre cette chanson My Body, My Choice par Nakia. Qui est une jeune chanteuse, d'abord parce que j'adore cette chanson, aussi parce que c'est une chanson ultra féministe, très engagée et dansante, et que voilà, le féminisme, c'est pas triste. Non, c'est pas triste, on s'amuse, on danse, et c'est beau.
Alors, derrière ça, et c'est aussi ce qui est très troublant dans l'importance de la consommation cette pornographie sous toutes ses formes, qu'elle soit directement de l'industrie pornographique ou qu'elle soit sur cette sorte de désintermédiation finalement de la prostitution à laquelle on assiste. Qu'est-ce que ça dit pour vous, Hélène Devinck, de nos imaginaires? Bah, le problème, c'est que ça les façonne, ça les colonise et que ça devient très, très difficile de sortir des fantasmes de domination et de soumission qui sont labourés et qui labourent nos imaginaires sexuels à tous. Et la question de comment créer des imaginaires un peu différents, comment créer de l'égalité ou justement de la joie, de l'amusement, que le sexe ne soit pas toujours cette triste histoire d'humiliation, ça devient de plus en plus compliqué parce que nos partenaires, tout le monde, on est contaminé par ça et on n'a pas, on n'a pas envie. Sans rentrer dans des choses qui seraient perturbantes pour chacun d'entre nous, mais des hommes qui consomment trop de porno, ça se voit, ça se sent quand on a des pratiques sexuelles avec eux. Lorraine, pour moi, c'est un problème de santé publique majeur et c'est pas uniquement moi, hein, c'est toutes les autorités européennes et internationales, notamment de protection de l'enfant, mais pas uniquement, alertent sur en fait le dommage sans précédent que la pornographie a sur les imaginaires et sur la santé des mineurs, mais aussi des majeurs. En fait, des mineurs, on parle de viol psychique. Aujourd'hui, 5 millions d'enfants en France regardent de la pornographie. On parle de viol psychique tellement c'est violent. Donc les conséquences psychotraumatiques sur les enfants sont majeures. On a des nouvelles générations de jeunes qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, qui ne parviennent pas à avoir de rapports sexuels ou qui ont en fait une sexualité traumatique inspirée de la pornographie. Dans les dossiers de viol que les dossiers de viol que j'ai, systématiquement de viol ordinaire, oui, la pornographie apparaît systématiquement soit comme outil de consommation de l'accusé, soit avant dans la biographie de la jeune femme comme l'ayant conditionnée à subir ce viol. Souvent elles disent moi j'ai vu de la pornographie quand j'étais enfant, ça m'a traumatisée, ça a eu un impact sur ma psyché. Aussi sur les victimes. Aussi sur les victimes. En fait, ça vient créer une norme sexuelle qui est une norme sexuelle traumatique qui en fait en réalité pour moi est la négation de toute possibilité de pouvoir s'autodéterminer sexuellement. Donc c'est-à-dire l'industrie pornographique façonne une norme sexuelle qui est celle du fascisme, tout simplement. La haine, l'humiliation, la domination, la destruction de l'autre, la jouissance finalement paradoxale. Vous citez cette phrase de Romain Gary, Lorraine, question. Ouais. C'est vous. Non, c'est moi, mais c'est Hélène qui me l'avait fait. Alors très bien, je restitue à Hélène Devinck la paternité de cette citation magnifique. Maternité. Oui, la maternité. Alors, allez-y, Antoine. Non, mais c'est sur le fascisme précisément, où il dit, on pose la question qu'est-ce que c'est que le fascisme? Je ne sais pas exactement, dit Romain Gary. C'est une façon de haïr. Une façon de haïr. C'est ce qu'on voit dans ces affaires. Et c'est ce qu'on a essayé de raconter dans ce livre. C'est-à-dire que ces femmes dont on parle, même si elles ont été à un moment haïes, et même si elles sont exposées en permanence, elles ne sont pas haïssables. Et c'est un travail de se rappeler ça. Et c'est un travail de le rappeler. On cite une phrase, puisqu'on est dans les citations, de Toni Morrison, une phrase que cette fois je vais redonner la maternité de la citation, c'est Adélaïde Von, mais qui est très belle. Elle dit: il y a quelqu'un dans ce corps après tout. Et ça a l'air tout simple, mais rappeler ça, c'est énorme. Oui, parce que dans le fond, c'est une entreprise de déshumanisation. En réalité. De masse. Exactement. De toute façon, aucun système d'oppression matérielle ne peut fonctionner sans une culture qui l'accompagne. Et la culture de la domination, du fascisme et de la soumission, c'est la pornographie. Ça joue un rôle majeur. Oui. Vous notez quelque chose qui est intéressant sur l'autre affaire après French Bukkake sur Jackie et Michel, où tous les films qu'ils tournaient se terminaient par merci Jackie et Michel. Et comme je vous disais, ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le message prioritaire de l'industrie pornographique. La pornographie montre des femmes
qui consentent, et propagent la culture du viol. Et l'un des piliers de la culture du viol, c'est que les femmes, les êtres humains, prennent plaisir à être dégradés, déshumanisés et humiliés. Est-ce que vous vous rendez compte, quand on fait de ce principe-là, qui est un principe fasciste, la norme sexuelle, voire même une norme culturelle majeure, c'est gravissime. Cette petite phrase, merci Jackie et Michel, c'était devenu un gimmick populaire. C'est-à-dire que c'est une phrase très connue, qui passait pour être marrante, dont on ne se rend plus compte marrante et gentille. Et c'est pour ça que ces histoires sont si importantes, que ces procès sont si importants. Il faut renverser cette espèce de bienveillance qu'on a sur ces pratiques pour revenir à ce que c'est réellement, pour voir ce qu'on voit vraiment. C'est-à-dire, on regarde et on ne sait pas ce qu'on voit, on ne veut pas voir ce qu'on voit. On ne voit pas ce qu'on voit. Et vous l'avez dit au début dans votre introduction, c'est-à-dire que nous-mêmes, on a une culpabilité de ne pas voir. C'est-à-dire que c'est pas seulement les auteurs de ça, c'est nous tous. C'est ça. Ce regard souille, absolument. Ce regard souille celui qui le regarde et d'ailleurs qui donne ce sentiment qui est décrit, que vous décrivez, d'écœurement de soi-même pour celui qui regarde, qui est condamné à voir des choses de plus en plus dures et des choses de plus en plus dures le dégoûtent de plus en plus de lui-même et il rentre dans un comment dirais-je, une sorte d'éloignement de lui-même. Lui aussi, il doit se retrouver. Mais alors, il y a quelque chose qui est troublant dans les pratiques actuelles d'OnlyFans, c'est cette performance. Cette sorte de... Pour accrocher le public, certaines jeunes filles, jeunes femmes, mais elles peuvent être très jeunes, se lancent dans des performances folles. Alors déjà, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, parce qu'on leur a Alors, est-ce que vous pouvez dire pour nos auditeurs? Alors oui, l'un des exemples, ça a été très médiatisé. C'est une femme qui a accepté d'avoir, je pense, 1000 rapports sexuels en une journée. Alors, je devrais d'abord commencer par... Il ne faut pas se laisser sidérer par ces annonces. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Linda Lovelace a été pendant des années, même très récemment, considérée comme une actrice libre de son corps et heureuse de performer. Elle avait pourtant ensuite dit qu'elle était... Performer dans tous les sens. Dans tous les sens. Et pourtant, elle était en fait sous la domination d'un proxénète et qu'elle avait été frappée pendant les scènes. Donc, de gorge profonde. Ce qu'on nous présente n'est rarement la réalité. Mais en fait, qu'est-ce que ce message? Quel est l'effet, quel est l'impact de ce message sur la société? Déjà, c'est l'autre pilier de la culture du viol, c'est cette idée que le corps des femmes n'a pas de limite, il n'a pas d'intégrité. Si les femmes consentent, on peut tout leur faire, elles ne souffrent jamais. Et en fait, en réalité, la seule différence entre un acte de torture et de barbarie et finalement un rapport sexuel, c'est le consentement de la femme. On ne peut jamais finalement... Lorraine Quessio, ça croise aussi une culture numérique, une nouvelle culture numérique, celle de la performance, du scandale, de la surenchère. De la subversion, mais parce que la subversion rapporte de l'argent. Ce système économique, il est fondé finalement sur le clic. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à subvertir, à repousser les limites en fait de l'immonde, repousser les limites de l'indignité, en fait, on ne génère plus d'argent. C'est vraiment l'économie de l'attention. Et l'attention, là, c'est l'illégalité. Si vous ne pouvez pas présenter des choses qui sont choquantes, déshumanisantes, et tout le monde, intimement, quand il regarde ces images, sait que quelque chose de faux, en fait, qu'il y a quelque chose de faux devant leurs yeux. Mais c'est ça qui attire, malheureusement. Je pense à Pauline, qui est une des femmes dont je raconte l'histoire dans ce livre, et qui me dit ce qu'elle a subi. Elle disait, le corps humain n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire, il y a des pratiques qui sont devenues des pratiques communes. C'est-à-dire, quand on dit double pénétration, c'est pas qu'il y a deux orifices, c'est deux pénis dans le même orifice. Et aucune femme n'est faite pour supporter ça. Et on fait comme si c'était banal et comme si c'était rien, effectivement. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai assisté à beaucoup de procès pour viol, et presque toujours, pour ne pas dire toujours, la consommation de pornographie des accusés arrive parce qu'on la retrouve dans leur téléphone ou dans leur ordinateur très facilement. Mais jamais la qualité de la pornographie, qu'est-ce qu'ils regardent, ça n'est jamais questionné. Parce qu'il y a toujours cette idée de dire que c'est une liberté qu'on a, que le sexe c'est subversif, qu'on peut faire ce qu'on veut, et que à partir du moment où c'est numérique, c'est comme si ça n'existait pas en vrai. C'est ça, c'est artificiel.
C'est artificiel. Or, il y a des femmes derrière, il y a des hommes derrière, et cette consommation, quand elle est pédocriminelle, quand c'est des enfants, à ce moment-là, elle est criminalisée, et donc là, il n'y a pas de débat. Mais dès qu'il s'agit de femmes adultes, et d'hommes adultes aussi, c'est comme si c'était rien. Mais les femmes adultes, comme les hommes adultes, ils ont été enfants. Et la proportion dans les victimes de violences pornographiques qui ont été abusées dans leur enfance est absolument vertigineuse. On parle pratiquement 100%. Oui, c'est ça, 95%. Et d'ailleurs, les proxénètes le reconnaissent eux-mêmes. Pas mal de proxénètes de l'industrie pornographique disent que pour recruter, que les femmes sont des cassos, qu'elles sont toutes majoritairement victimes de viol, donc ils savent comment, dans l'enfance, donc ils savent comment les utiliser, comment exploiter ces failles. Ouais. En fait, finalement, c'est que la société qui est aveugle à ça. Et évidemment que ce sont des personnes qui ont été vulnérabilisées par des violences sexuelles dans l'enfance. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il faut être beaucoup plus suspicieux avec le consentement de ces femmes qu'on ne l'est, en fait. Le consentement ne se déclare pas, on doit le rechercher. D'ailleurs, c'est ce que la Cour européenne des droits de l'homme dit. La France a été condamnée récemment, précisément parce qu'elle accordait au consentement déclaratif d'une victime un poids beaucoup trop important, sans rechercher si ce consentement n'était pas la conséquence de traumatisme. Justement. Alors, cette émission avance, il y a beaucoup de choses à dire, Hélène Devin. Que faire ? Que faire ? Quelle proposition d'action ? Alors, que faire ? C'est d'abord se battre en justice, ça, on l'a compris, mais au-delà, vous parliez des imaginaires. Comment on change un imaginaire ? Comment on fait évoluer un imaginaire alternatif, pour reprendre une expression de Christelle Tarot ? C'est une question immense que vous posez là. Et on est quand même dans votre émission qui s'appelle Esprit de justice, mais on va prendre la justice non pas comme une institution, mais comme une vertu. Moi, de ma place, je fais ce que je peux, c'est-à-dire je pense qu'il faut changer le récit. C'est si plutôt que de s'intéresser aux monstres, aux puissants, aux hommes, on s'intéressait, c'est ce qu'on fait dans ce livre, Sous nos regards, récit de la violence pornographique, on tourne la caméra vers ces femmes qu'on a vues filmer, mais qu'on n'a jamais vues. Et on ne sait pas qui elles sont, et on essaye de raconter leur histoire. Voilà, et on n'a pas besoin de les humaniser. Elles le sont. Voilà. Et à ce moment-là, on ne peut plus regarder les choses de la même façon. C'est peut-être ça qui change les imaginaires. C'est-à-dire arrêter de se mettre à la place du dominant et essayer de raconter l'histoire de celui qui ne l'est pas. À la place du dominé. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un énorme chantier à ouvrir sur la sexualité, parce que si une société, puisque c'est finalement ça dont on s'aperçoit, si une société tout entière pense que la pornographie c'est de la sexualité, c'est qu'on a une société qui est profondément... Oui, parce que c'est un autre prétexte, c'est pas dire c'est de l'érotisme. Voilà, non, mais c'est une société qui n'a aucune connaissance de ce qu'est la sexualité. Et d'ailleurs, tous les rapports aujourd'hui, tous les rapports sur la santé sexuelle des gens tendent à démontrer que la société est malade, est souffrante, les femmes n'éprouvent pas de plaisir, n'ont pas de relations épanouissantes dans les couples hétérosexuels, que en fin de compte, il y a aussi énormément de violences sexuelles dans les rapports entre conjoints. Donc on est dans une société, en réalité, qui malheureusement est victime de l'industrie pornographique dans son entier, pas uniquement l'industrie pornographique, mais aussi grandement celle-ci. Et il y a tout à reconstruire. Et on peut repartir d'une base objective, puisque les sciences traumatologiques, victimologiques, nous offrent un cadre de référence objectif pour comprendre ce qu'est la sexualité. Ça veut dire aussi, Hélène Devin, qu'il faut reconstruire des limites. Il faut reconstruire des limites pour pouvoir avoir une sexualité épanouie. Mais ce n'est pas des limites morales, c'est des limites scientifiques. La définition de la santé sexuelle de l'Organisation mondiale de la santé... C'est ce qui avait été un peu le problème, là, Lorraine Question, parce que quand même, une société, c'est aussi de se mettre d'accord sur un récit. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a plus de récit dans les scripts, mais en réalité, il y a un récit implicite derrière, qui est un récit de domination, et comme fasciste, vous dites très bien. Tout à fait. Voilà. Mais ça, on est d'accord, mais on peut aussi se fonder sur des éléments objectifs. La définition de la santé sexuelle, c'est une sexualité qui est réciproquement désirée et qui concourt au bien-être des individus. Dans la pornographie, tout concourt à la négation de l'individu. Donc on n'a pas une sexualité saine devant nos yeux, on a une sexualité malade. Et je pense que c'est absolument important qu'une société puisse le dire et l'affirmer. Et ce n'est pas, c'est pas une idéologie de le dire, c'est fondé sur des sciences objectives. Et Hélène Devin, on va terminer par là où on a commencé, le rôle crucial des associations. De s'associer d'abord ensemble et des associations.
Et là, je crois qu'avec ce livre, on a fait une association qui est belle en mettant des autrices et des plaignantes et en racontant leur histoire, parce qu'on ne peut pas faire plus et on essaye de le faire au mieux. Mais c'est déjà un grand pas. En tout cas, merci beaucoup à Merci. vous deux. Sous nos regards, récit de la violence pornographique, c'est au seuil, ça vient de sortir. Esprit de justice, c'est terminé pour ce soir. À la technique, il y avait Alexandre Dang. À la réalisation, Brice Garcia. À la préparation, Laurence Jetpin. Une émission d'Antoine Garapon.